Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. Alors là, on va en parler dans un instant avec Denis Levotte. On est dans ce qui veut être un nouveau modèle de showroom pour Dacia. On va voir ça, donc on va rester un petit peu comme hier d'ailleurs, avec Dacia encore aujourd'hui, parce que le truc est quand même très très intéressant. Et puis ensuite, on ira parler de la transition digitale de Renault. Davantage d'ailleurs groupe Renault entreprise mais évidemment c'est un élément aussi intéressant, mais dont on parle sans arrêt, c'est-à-dire digitalisation de la voiture pour le client, ok. Mais après, digitalisation de l'entreprise elle-même, de l'ensemble de son cycle industriel. Donc voilà, encore une belle émission à passer ensemble. Denis Levotte donc, est avec nous. Salut Denis. Bonjour. D'abord, juste, on se tourne un peu. D'ailleurs, on s'est mis un peu en hauteur parce qu'il y a beaucoup de monde, Denis. Il y a énormément de monde, c'est presque une surprise. C'est-à-dire on est très content. C'est le premier jour du salon. Alors pour nous, Dacia, c'est un grand jour puisque c'est le premier jour où on montre au public notre nouvelle identité visuelle. Ouais. On a changé, on va en parler, toute l'identité visuelle de la marque. On s'est préparé depuis 1 an et demi maintenant. Et aujourd'hui, c'est la première journée ouverte au public et on est absolument plein. Mais les gens sont très curieux, sont venus voir la nouvelle Dacia. On va parler de Dacia. Moi, je veux parler à un professionnel de l'automobile. C'est-à-dire, on est dans un moment un petit peu étrange sur un marché. Tu me diras d'ailleurs comment ça se passe pour Dacia. Mais sur un marché dont on se demande s'il va redémarrer un jour. Enfin, c'est quand même un marché très très bizarre. Si tu cherches, attends, je finis. Si tu cherches des éléments post-Covid dans la vie économique. En gros, tu as le travel retail et l'ensemble de ce qui touche au voyage d'affaires. Et puis, tu as l'automobile où il s'est passé quelque chose, incontestablement. Bon. Et donc, là, cette popularité du salon, ça te rassure justement, l'automobile reste l'automobile? Alors, c'est que le premier jour, on va voir comment ça se passe. Mais oui, évidemment, ça nous rassure et ça nous fait plaisir. Ce qu'on essaye de faire chez Renault, d'ailleurs, groupe Renault, que ce soit la marque Renault, que ce soit Dacia, c'est d'apporter du feeling, c'est d'apporter de la joie, c'est d'apporter des sentiments dans notre métier d'automobile. On a beaucoup de nouveautés dans toutes les marques, y compris chez Dacia. Et on est vraiment très très content que ça intéresse le public et que le public se déplace pour venir voir nos voitures. En bas, là, alors on en a pas mal parlé hier, ce manifesto, donc ce concept car. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va nous permettre d'aller justement sur la nouvelle identité de marque de Dacia et sur le nouveau discours que vous voulez tenir autour de Dacia? Ah oui, bien sûr, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. En fait, le manifesto représente la croisée des chemins. On vient de loin chez Dacia. Quand on a créé Renaulution, on s'est dit finalement le plafond de verre de Dacia de faire des petites voitures, il va sauter, il faut qu'il saute. On a défini notre stratégie comme étant, on va aller jouer, on va aller vendre des voitures dans le segment C, le segment des grandes voitures. Donc notre but 2025, on va vendre ça, en c'est Europe. Stratégie groupe Renault, ce que tu me racontes. Non, c'est la stratégie de Dacia. Stratégie de Dacia, d'accord. Il faut bien d'accord. comprendre qu'avec Luca, dans Renaulution, on a fait une stratégie par marque extrêmement claire. Vas-y, explique-moi Renault est le frontrunner de l'électrification. Ça, vous l'avez vu et vous allez le voir encore dans le stand Renault. Et on s'est dit ce jour-là, finalement, c'est quoi la limite de Dacia? En fait, la limite de Dacia, c'est simplement la taille et la plateforme qui permet de faire des grandes voitures. Ouais. Dans le passé, on avait un peu tendance à dire finalement Dacia, c'est les petites voitures, c'est les Sandero, on ne va pas aller plus loin. À l'époque, on parlait c'était la gamme M0, c'est ça? Je voilà, dis pas de bêtises, Denis. C'est ça, voilà, c'est ça, c'était la plateforme M0. Absolument, depuis on a complètement renouvelé la plateforme, c'est celle de la Sandero qu'on a lancée il y a 1 an, et on sait qu'on va pouvoir aller lancer un crossover, donc un SUV du segment C de 4,60 m qu'on appelle le Big Sur et qui sortira en 2025. Mais c'est les voitures du monde d'avant, ça, Denis. Pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est fini. Très loin, 2,5 millions de voitures, c'est de très loin le plus grand segment en Europe. Et pour aller là-bas... Non, attends, on va y aller pour aller là-bas, je reviens. Mais ça veut dire, ce que tu dis là, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est durable pour toi. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui le plus grand segment automobile d'Europe, et ça le restera au moins dans les 10 ans qui viennent, parce que quand on développe un véhicule, c'est au moins pour 10 ans, j'imagine. Ah oui, bien sûr, voilà, même pour 2 générations. Même pour 2 générations. Mais pour ça, il faut s'appeler Dacia. Il faut savoir faire des voitures essentielles, avec peu de contenu. Il faut savoir tenir ses prix. Il faut savoir vendre des voitures sans faire de remise aux clients, d'avoir le meilleur prix sur le marché. Et là, on est capable d'en vendre beaucoup. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas de remise, c'est pas un mythe ça. Il n'y a jamais de remise. Non, il n'y a pas de remise chez Dacia. Il n'y a pas de remise. On ne cherche pas à éviter les flottes. En fait, on a un business model qui est très très simple. On ne prend pas la totalité des segments du marché. Pourquoi? Parce que nos voitures sont dérivées des voitures Renault. Dacia, ça n'existe pas sans Renault. Quand on fait un investissement, quand on fait la Clio, on a mis 2 ans avec 3000 ingénieurs
a transformé la Clio en Sandero. On a tout refait, du sol au plafond, on a tout enlevé. Je crois que tu parles à ce moment-là de banque d'organes. Oui, absolument. Et on appelle ça le design to cost. J'aime bien ce terme. Alors ça veut dire quoi, banque d'organes? Ça veut dire que la plaquette de frein de la Clio, on l'a récupérée parce qu'elle est essentielle. Une voiture sans plaquette de frein, ça ne marche pas. mais le petit bouton qui fait gz, gz pour avancer et reculer le siège électrique, celui-là, on ne l'a pas pris. Ouais, c'est Parce ça. qu'on dit ça, c'est pas essentiel. Ouais, c'est ça. Et quand pendant 2 ans, 3000 ingénieurs font tout ça, on arrive finalement à faire une plateforme totalement essentielle. Une voiture chouette, hein, une voiture avec un joli design qui aujourd'hui est la voiture la plus vendue à particulier en Europe. La Ouais, plus vendue à particulier alors en c'est ton Europe directeur depuis des 5 opérations ans, qui m'a dit ça c'est hier, Sandero. ça m'a Oui, et bien pardon, sûr. scié la nouille, voilà, il faut bien le dire. Non, non, j'étais vraiment très très surpris de ça. Ah bah oui, mais il faut le savoir, aujourd'hui, Mais à particulier, l'inflation- attention, hein, parce que sinon ça va Ah bah, rester la bien Golf, sûr. voilà. Ah, bien sûr. Mais c'est Mm. bien pour les particuliers. Et la troisième C'est-à-dire marque, en gros vendu à son vrai prix, c'est ça que ça veut dire Exactement. finalement. Hein, et et, voilà, la, et la troisième marque à particulier en Europe, la troisième marque, c'est Dacia. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, C'est un il truc faut de faire- dingue. Hein. Non, aujourd'hui, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a de l'inflation, les voitures coûtent de plus en plus cher. Donc la rationalité qui consiste à dire j'arrête de dépenser de l'argent dans le petit bouton xing, xing, que je n'utilise qu'une fois tous les 6 mois. Et donc je choisis comment je dépense mon argent. On propose une sorte d'alter-consumérisme automobile. Hein, c'est presque un choix délibéré. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de clients qui disent moi j'arrête, c'est trop cher maintenant. Et Dacia c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on a fait le manifesto. Et c'est pour ça qu'on se représente de manière différente au public. Parce qu'en fait, on sait où on va. Ouais, mais On le va dans le manifesto, segment là, C. enfin, moi je veux bien tout ce que tu racontes, mais tu as fait une Jeep, quoi. Alors elle est super, elle est Ouais, magnifique, ouais, là, ouais. mais Ouais. en quoi est-ce qu'elle correspond à l'ensemble des valeurs que tu viens de définir? Le manifesto, il montre, il permet de voir 3 choses. Le premier, c'est qu'en fait, on se dit, alors c'est des mots anglais, essentiel mais cool à la fois. Ouais, Pour l'instant, d'accord. Dacia a été perçu comme essentiel. Il n'y a rien dedans et c'est pas cher. ouais, Il a dit non, il n'y a rien dedans, donc c'est pas cher, mais en plus c'est cool. ouais. C'est cool dans le concept même, d'avoir une voiture minimaliste, et c'est cool parce qu'elles sont belles. Un Duster c'est beau, un Jogger c'est beau, ça peut D'accord, plaire. Et d'accord. donc on a retravaillé Ouais, notre on va design. dire ça peut plaire. Voilà, ça peut plaire, c'est bien. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ça peut plaire. La deuxième chose que dit le concept car manifesto, c'est robuste et outdoor. Et ça, c'est Dacia, depuis le début. Dacia, c'est quoi? C'est le Duster, tout le monde connaît le Duster. Ouais, Duster, c'est une voiture qu'on vend parce qu'elle est robuste ouais. et parce qu'elle permet de vivre tous les jours. Alors, outdoor, ça peut Ouais. être aller à la déchetterie, ça peut être aller pique-niquer dans les bois, ça peut être partir en vacances avec sa voiture. Mais ça, c'est Dacia. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf? Donc, tu n'as pas le pins. Donc, le nouveau logo, on le verra, on l'a vu partout. Pourquoi ce nouveau logo? Qu'est-ce qu'il y a de neuf justement là, quelle est la nouvelle dimension que tu veux apporter? Est-ce que tu viens de nous raconter sur les valeurs Dacia et sur ce qui a fait le succès incontestable de Dacia? La nouvelle dimension, et on la voit très bien en ce moment, c'est que Dacia devient 2 choses en même temps. Dacia, c'est ce qu'on a toujours appelé la marque low cost, c'est-à-dire la voiture la moins chère du marché. Et ça reste vrai. Ça reste vrai dans tous les segments. Mais en même temps, maintenant, on voit beaucoup de gens qui font un autre choix, qui ont de l'argent, qui pourraient s'acheter des voitures plus chères, mais qui disent moi j'arrête et je vais acheter cette Dacia. Et nous, il faut qu'on soit dans l'environnement de ces gens-là et qu'on soit une marque possible pour ces gens-là. Carrément, hein, dans le segment C, je pense surtout à l'Allemagne, à l'Angleterre, où on est une marque qui est encore relativement petite et il faut qu'on soit dans le viseur de ces clients-là. Et c'est pour ça Ça, qu'on c'est a, puissant, tu vois. qu'on a Ah, repeint non, les mais voitures, qu'on a repeint le magasin. vendre la Dacia aux Allemands, c'est vendre de la glace aux Esquimaux, on est d'accord là. Hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire, tu vas être sur, bah si, tu vas être sur leur marché, quoi. C'est-à-dire, bien si sûr, tu arrives mais- à rentrer sur leur marché, Mais on va y arriver. vendre un scooter aux Italiens, quoi. Mais Enfin, on va y arriver. Un crossover du segment C, la taille de la voiture de Big Sur, c'est une voiture qui aujourd'hui se vend environ 35 000 € en moyenne, hein, c'est le vrai Ouais, prix de ouais, transaction ouais, en Europe. ouais, Quand on arrivera dans les normes futures, Euro 7, etc., ouais, ça sera encore beaucoup plus cher. ouais. Nous, on arrive avec une voiture qui est sur la base de notre plateforme CMFB, une base de coût proche des Sandero et des Duster d'aujourd'hui. Et donc, on va avoir vraiment un effet waouh en termes de prix. L'important maintenant, c'est d'avoir une belle voiture, et elle est belle, et c'est d'être considéré comme une marque avec une certaine modernité. Et c'est ça qu'on propose. L'électrique. La Dacia électrique 100% faite en Chine. C'est Oui. pas. Comment dire? C'est pas très nouveau monde, ça. Non, Comment est-ce que. peut-être pas. Quoi c'était, Je suis- il fallait qu'il y ait quelque chose, il fallait qu'il y ait un bout d'électrique dans Dacia. On n'avait Non, pas le choix non, pour non, tenir c'est les pas prix, il ça. fallait la faire en Chine. Pas du tout, pas du tout. La voiture existait. La voiture a été développée, elle existait, elle était là-bas en Chine.
Et quand on l'a vu, on a tout de suite compris, mais c'est une vraie Dacia. Parce que Dacia, c'est faire des choix. On fait des choix pour le client. Alors la Spring, c'est une voiture qui fait 970 kg. Elle est très légère. Elle fait 3,70 m de long. Elle est toute petite. Elle va à 110 à l'heure maximum sur la route. Par contre, quand on fait tout ça, on est capable d'avoir une autonomie de 300 km avec une batterie de 23 kWh. Le prix d'une voiture électrique, c'est sa batterie. Hein. Ouais, bien Et sûr. on a une toute petite batterie qui permet d'avoir la voiture la moins chère du marché. Alors, nous, on est fiers de ça. Tu l'as vendu, On est elle fiers s'est de ça. vendue. Aujourd'hui, on a environ 100 000 commandes. On en vend dans toute l'Europe. On en vend en France, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Grèce. On en vend partout, dans toute l'Europe. Et ça se vend très, très, très bien. Pourquoi fier? Alors vas-y, pourquoi? On est fiers fier parce de ça qu'en fait, on a réussi à faire du Dacia, c'est-à-dire d'apporter l'expérience de la mobilité électrique la moins chère, la plus abordable, au plus grand nombre. Le fait que ce soit les Chinois qui fassent du Dacia, c'est pas un peu gênant? En plus, on est là. Alors, je ne veux pas te faire parler de tes concurrents. En même temps, c'est le secteur, c'est intéressant. Tavares, là, à l'ouverture du salon, fait des déclarations quand même très offensives sur la façon dont on est en train de se mettre entre les mains de l'industrie chinoise. C'est intéressant. Oui, mais je crois qu'il faut prendre la chose de manière... On va reculer un tout petit peu. On va reculer un tout petit peu. La voiture existait, on a décidé de l'importer. Très bien. L'électrification du groupe. L'électrification, c'est le groupe. D'accord. C'est pas les marques. Ouais, c'est ça. Okay. Le frontrunner, c'est Renault. Et Dieu sait que Renault est français dans son électrification. Et Dacia va utiliser toutes les briques qui sont en train d'être mises en place par Renault, mais Dacia les prendra le moment venu quand Dacia en aura besoin. Okay. Et Dieu sait qu'on va avoir accès grâce à Renault au Gigafactory, à la fabrication des batteries, à la fabrication des moteurs, au recyclage des batteries. Enfin, le meilleur de la technologie électrique est développé aujourd'hui par le frontrunner de la maison, qui est la marque Renault. D'accord. On dirait, c'est un coup d'opportunité, c'est pas une stratégie, quoi. La Spring. Bien sûr, voilà, elle était là, elle correspondait à ce qu'on racontait. Mais vous allez voir, aujourd'hui, Dacia, c'est 12% de ses ventes en pur électrique, la Spring. C'est 36% de ses ventes en GPL. GPL qui est très efficace en termes de CO2. 36 et 12, je ne savais pas qu'il y en avait encore. 36 et 12, ça fait 48. Une voiture sur deux chez Dacia est avec une carbonation ou une décarbonation améliorée. C'est quoi l'intérêt du GPL pour le client? C'est moins cher, c'est ça? L'intérêt du GPL, le premier chiffre, c'est 80 centimes le litre. Ah, et voilà, ça commence comme ça. Voilà, c'est 80 centimes le litre. Ça règle le truc. C'est une bicarburation, c'est-à-dire que vous avez systématiquement une voiture essence qui fait aussi GPL, donc c'est des autonomies qui vont au-delà de 1000 km sur nos voitures, et c'est une solution parfaite en termes de carbonation, ça fait perdre au moins 10 grammes à chaque voiture. Dernier point, Denis, donc là, on est sur des sièges qui seront les sièges. Enfin, il y a un design de showroom, visiblement, sur lequel vous avez travaillé. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails et nous dire à quoi ça correspond? Ça correspond à l'expérience Dacia. En fait, Dacia, c'est des voitures simples, c'est des voitures modernes. C'est une expérience commerciale où il n'y a pas de remise, où on parle de vous, on parle de vos attentes, de votre famille, de vos enfants, la voiture dont vous avez besoin. Et ce qu'on a voulu faire, c'est finalement un showroom proche des gens. Alors c'est très léger, hein, c'est à la Dacia. Vous remarquez, il n'y a rien d'accroché. Si vous êtes concessionnaire, il n'y a rien d'accroché au sol. On ne va pas vous demander un carrelage comme ci ou comme ça, même pas les lumières. On a un truc très léger, très simple. Et si je devais donner une image, les constructeurs aiment bien dire dans notre showroom, dans notre salon, comme on dit parfois, on a une expérience extraordinaire, etc. Chez Dacia, on ne vend pas des voitures dans le salon, on vend des voitures dans la cuisine. Et ici, c'est la cuisine. Et vous êtes bienvenus dans la cuisine. Et voilà. Et on mange dans la cuisine. Et on vit dans la cuisine. Et quand les amis viennent, en fait, on prend un verre dans la cuisine d'abord. Et c'est là que c'est sympa. Et donc, on a voulu recréer une ambiance très sympathique. Tout ça, c'est naturel. Hein. Ici, les pieds, c'est du pneu recyclé. C'est du bois en dessous. C'est des ceintures de sécurité. Tout simplement. Donc, on a fait un truc extrêmement simple, mais qui se veut chaud, sympa et à l'image de la marque. Bon, je suis ravi. Ça démarre, donc Louis Schweitzer, Carlos Ghosn, etc. Machin. Il y a combien de temps, Denis? Il y a 15 ans? Ça fait 15 ans. 15 ans, c'est ça, 15 ans. Et ce qu'on ne s'est pas dit aujourd'hui, c'est que dans l'inflation réelle du prix des matières, beaucoup de gens maintenant commencent vraiment à faire le choix de Dacia. Cette année 2022... Attends, juste là-dessus, parce que le temps tourne très vite. Ça va te coincer, ça, à un moment. Et les normes, on en parlait hier avec ton directeur des opérations, c'était très intéressant. Les normes, notamment conduite autonome, etc., qui vont imposer des équipements électroniques qu'aujourd'hui, tu juges inutiles. Et effectivement, l'inflation des matières. Tu ne crois pas qu'à un moment, ça va te coincer et il y a un prix psychologique que tu vas être obligé de dépasser? Je vais le dire dans l'autre sens. Si prenons l'augmentation des matières, c'est un sujet extrêmement intéressant. Plus les voitures sont chères, plus les gens font des choix.
Cette année 2022, les marchés européens sont en chute de 13,5%. Dacia est en croissance de 10%. Moins 13, plus 10. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vrai, le premier prix des voitures est de plus en plus cher et c'est un problème. Mais à chaque fois que ça se passe, nous, on voit plein de gens qui viennent de voitures plus chères, de marques plus premium et qui disent maintenant j'arrête, je vais acheter une Dacia. Et la demande ne cesse de croître. Denis Levotte donc nous accompagnait. On va filer sur la transition digitale maintenant du groupe. Merci Denis. Bonne visite, merci. On se retrouve au cœur du mondial avec alors le directeur. Redonne-moi ton titre Pierre. Donc Pierre Oulès. Donc, Moi je dis CTO, mais voilà, directeur technologique, directeur de Renault Digital. Le DSI adjoint du groupe Renault et le patron de la filiale qui s'appelle Renault Digital. Ouais. Alors, feuille de route, Renault Digital. Moi, ce qui m'intéresse, et tu regardes un petit peu, ils sont là les gens qui nous regardent. Feuille de route, c'est-à-dire tant sur le digital au service du client que sur le digital au service de la performance de l'entreprise. Ouais. Déjà, on a la chance d'être dans une industrie qui bouge à fond. Tu le vois bien ici. Hein. Incroyable. Je pense que c'est, à mon avis, une des industries qui bouge le plus là, dans les dernières années. Donc, il y a une feuille de route qui est assez importante. On a commencé il y a 5 ans. Et finalement, qui va toucher toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Parce que très souvent, quand on pense industrie automobile, on se dit rôle de constructeur automobile. Mais en fait, dans les faits, il y a plein de métiers différents. Donc, si tu prends la chaîne de valeur, déjà, ça commence dans la conception des véhicules. Historiquement, on faisait rouler plutôt des véhicules sur des routes pour voir si c'était fiable. Ouais. Là, on va être de plus en plus dans la simulation. Donc, on va essayer d'en faire un maximum sans avoir à construire une bagnole. Et donc là, tu as des gros enjeux de calcul, de capacité de simulation. L'idée, c'est de pouvoir faire rouler des millions de kilomètres à finalement un modèle virtuel. Incroyable. Plutôt que d'avoir un modèle physique. Donc ça, Attends. Donc, c'est ça le fameux jumeau numérique. Ouais. Voilà. Enfin, c'est un des use cases. C'est un des use cases du jumeau numérique. Il y en a beaucoup. Non, mais attends. Tu vas faire rouler t'as dit des millions de kilomètres à une voiture avant même qu'on sache si elle va partir en production. En fait, c'est ça. Bien sûr, ouais. Ça, c'est le but. Parce que, encore une fois, historiquement, tu construisais plutôt ce qu'on appelle un prototype physique, mais ça coûte très très cher. C'est quasiment tout sur une bagnole. Tout à fait. Ensuite, tu laboures de capteurs et tu regardes comment elle se comporte sur la route. Bon, là, l'idée, c'est de tout simuler. Voilà. Donc ça c'est maintenant, aujourd'hui. Ça existe déjà depuis un certain temps et on va accélérer ça. Et surtout, je pense que on va, ce fameux jumeau numérique, on va essayer de le suivre tout au long finalement du cycle de vie du véhicule. Donc là, on était sur le design. Ensuite, une fois que tu as designé ton véhicule, tu vas le produire en usine. Donc là, tu as le jumeau numérique de l'usine qui va venir en considération, sur lequel tu vas essayer de maîtriser en fait tous les flux, donc tes flux d'approvisionnement de pièces. Tu vas suivre la construction de ton véhicule dans la chaîne de production. Et là, pareil, tu vas utiliser la data pour essayer d'anticiper des pannes. Donc typiquement, voir qu'il y a une dérive dans un robot pour anticiper une panne, c'est beaucoup d'économies pour l'entreprise. Attends, voir qu'il y a une dérive dans un robot, robot sur la chaîne de production, tu veux dire? Bien sûr, ouais. Donc je te donne un exemple. Tu vois, on a des presses pour travailler tout ce qui est métal. Bon, c'est ce beau métier de chaudronnier. C'est ça, c'est la chaudronnerie encore aujourd'hui. Alors là, tu es en train de tordre le métal. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on récupère des données finalement de la presse qui va presser le métal. Et en fonction des données qu'on récupère, on est capable de voir s'il y a une dérive. C'est-à-dire que tu vois que effectivement, il y a un truc qui ne se passe pas normalement sur la presse et tu peux l'arrêter et la réparer. Donc ça s'appelle de la maintenance prédictive avant que ça casse. Alors qu'avant, tu pouvais que constater la casse et tu devais réparer. Donc ça avait des coûts aussi qui étaient super importants. Donc ça, c'est pareil. Tu utilises finalement une représentation virtuelle de ton robot en usine et dessus, tu peux mettre de l'algorithmie pour pouvoir anticiper des pannes. Et ensuite, tu amènes... parce que quand tu racontais l'anticipation du processus de fabrication, je pense furieusement à cette histoire qu'on a racontée autour de Tesla sur approvisionnement en semi-conducteurs et les gars sont capables de changer des lignes de code. C'est le patron de Volkswagen qui avait, d'ailleurs, si tu te souviens, Volkswagen publie ses résultats qui sont en nette baisse, je crois que c'était printemps dernier ou celui d'avant, enfin bref, en disant qu'ils n'avaient pas eu les composants. Et c'est lui qui dit, alors que Tesla, ils changent 3 lignes de code, ils peuvent changer les composants. Oui, alors d'abord, vrai ou faux? Et puis,
Et à la limite, c'est ça aussi que tu cherches à faire dans justement le mode de fabrication que tu nous décrivais? Alors moi je bosse ni chez Volkswagen ni chez Non, Tesla. non, Mais en non, tout mais cas, on parle de en tout cas, l'automobile. ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, avec la crise des composants électroniques, la maîtrise de cette chaîne d'approvisionnement finalement entre des pièces qui viennent de partout dans le monde et puis cette chaîne de production, c'est quelque chose qui est stratégique pour piloter ta production. C'est ça. Donc on tombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire une représentation virtuelle de tes flux. Donc voilà, est-ce que mes pièces sont en train d'arriver, quelle est la durée d'approvisionnement, etc. Et de prise de décision. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai pas une pièce, est-ce qu'il faut que je change ce qu'on appelle le film de production, c'est-à-dire qu'il vaut peut-être mieux prioriser une autre voiture avec des pièces qui sont disponibles, etc. Donc c'est toute finalement cette intelligence de la data en temps réel qui devient critique. Et là, tu es sur la partie usine. Et ça veut dire qu'il faut que tout soit massivement digitalisé. Voilà, le fameux end-to-end là dont parlent les industriels. Il faut que tu es capable d'avoir une vision digital twin de ton objet et que tu puisses rentrer dedans pour ensuite regarder pièce par pièce ce qui se passe. Et encore une fois, c'est pas que l'objet que tu es en train de construire, c'est pas que la voiture, mais c'est ton usine, l'opérateur qui va intervenir à ce moment-là sur la chaîne de production, la pièce qu'il va utiliser, l'outil qu'il va utiliser. Voilà, le but ultime, c'est d'avoir une représentation numérique de tout ça et de pouvoir faire des simulations pour réduire les coûts et pour optimiser tout ça. Jusqu'à l'outil. Jusqu'à l'outil. Tu sais, alors tu vas me dire, je suis pas encore, mais quand même, la pub sur le métaverse qu'on voit en ce moment avec le chirurgien qui est capable de répéter 10 fois l'opération avant de la faire, c'est ce que tu es en train de nous décrire finalement. C'est exactement ça. Et donc tu as cette partie qui est plutôt qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que je dois prendre des décisions, et tu as aussi cette partie simulation qui est de se dire, ok, mais si par exemple je baissais un peu la consommation d'énergie, quel serait le résultat, etc. Et donc là, tu as aussi tout un pan hyper intéressant, et notamment sur l'industrie 4.0, sur comment tu peux piloter ta consommation énergétique, comment tu peux optimiser tout ça. Et Dieu sait que c'est des sujets qui sont très importants. Donc on a aussi des algorithmes qui nous permettent de maîtriser finalement l'impact écologique qu'on va avoir dans nos usines. Après, tu as la digitalisation du groupe lui-même, c'est-à-dire que tu as aussi aujourd'hui de très grandes entreprises qui ont besoin d'agilité, de la fonction finance jusqu'au sales, et tu as ça aussi dans ta feuille de route. Alors j'y viens. En fait, si tu continues ta chaîne de production, donc tu as l'usine, donc ensuite forcément tu as toutes tes ventes. Là aussi, faire une simulation de... je te donne un exemple, c'est tu sais qu'on a des configurateurs de véhicules sur nos sites internet. Absolument. Prendre un petit peu cette donnée pour voir quelles sont les tendances. Voilà, est-ce que finalement il y a des modèles qui sont plus regardés sur internet, ou est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus intéressantes, et ensuite pouvoir te dire, mais finalement je vais peut-être faire une corrélation entre ce qui se passe sur tes configurateurs sur tes sites internet et ce qui va réellement être commandé par le client et fabriqué. Voilà, là aussi il y a des choses hyper intéressantes. Donc pareil, tu exploites la donnée et tu essaies d'avoir une anticipation de ce qui peut se passer. Puis après, pareil, sur la prévente, avec la maintenance prédictive, je t'en ai parlé, essayer d'anticiper les stocks de pièces dont tu vas avoir besoin, essayer de détecter, maintenant que les véhicules sont connectés, de pouvoir récupérer de la donnée, anticiper une panne, prendre un rendez-vous, tout ça, c'est une digitalisation complète. Digitalisation complète, mais là, tu rentres dans des éléments aussi super importants qui ont que tu travailles avec des partenaires. Oui. Tu travailles avec des équipementiers, tu travailles, alors en plus, parce qu'on va dire un mot évidemment de la digitalisation au service du client, tu travailles avec des acteurs digitaux assez puissants. Là, ton job, c'est quand même d'être sûr que Renault continue à capter l'ensemble des données émises par les voitures Renault, même si c'est des composants qui ne sont pas forcément Renault. Il y a un challenge là ? Oui, il y a un challenge. Alors, exemple de la traçabilité, c'est-à-dire que quand tu as une panne, il faut que tu sois capable de remonter jusqu'à la pièce qui a une panne, et puis potentiellement voir si c'est un problème qui est juste lié à cette pièce ou à un autre pièce, etc. Donc tu as une traçabilité, comme tu l'as dit. Une voiture, c'est constitué d'énormément de pièces et d'énormément de fournisseurs. Donc il faut aussi que tu aies ce travail-là avec eux pour pouvoir définir, là encore dans ta vision virtualisée de ton entreprise, quelles données va remonter, qu'est-ce que tu vas leur demander, qu'est-ce que tu vas leur donner en échange, parce qu'il y a une boucle de retour aussi en disant, moi je ne comprends pas, on a sur un modèle de voiture, on a des problèmes avec les plaquettes de frein. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un problème de conception sur vos plaquettes ? Voilà. Donc tu as tout ça. Donc en fait, ton entreprise, elle devient de plus en plus étendue et elle s'étend aussi à tes partenaires. Et donc pour en revenir à ta question initiale, en fait, qu'est-ce que tu fais en socle commun finalement, tu as une espèce
de colonne vertébrale digitale qui te permet de piloter ton entreprise, mais tu vois bien que ton entreprise, elle devient de plus en plus poreuse avec tes partenariats. Tout à parce fait. que voilà, il faut que tu échanges de la donnée quasiment en temps réel avec tes partenaires. Ce qui pose en marge la question de la sécurité autour de tout ça. Cybersécurité, donc à plein de Mais tu n'as titres. pas ça dans ta feuille de route Si, aussi. il y a ça aussi. Donc la cybersécurité déjà d'un véhicule qui commence à être de plus en plus connecté. Alors j'allais y venir, mais déjà c'est la cybersécurité de ton entreprise étendue. Voilà. En usine aussi. En usine forcément, il faut que tu assures enfin, si tu as une attaque de cybersécurité sur une usine, ça peut être très dommageable pour l'entreprise. Et puis après, tu as tout le reste de ton écosystème. Donc, et de plus en plus, tu échanges des données avec ton écosystème. De plus en plus, la cybersécurité est un sujet. Donc ça fait aussi partie de notre feuille de route. Renault a connu ça d'ailleurs, en même temps que Saint-Gobain. Ça a été, je crois, la première vraie attaque digitale sur les robots et sur les usines. C'était le fameux WannaCry, il y a maintenant quelques années. Alors attends, une question, mythe ou réalité? Cette fameuse idée que le véhicule autonome, le véhicule ultra connecté, un jour il pourra être hacké. Un jour quelqu'un pourra prendre le contrôle de notre voiture. Pour le coup, tous ceux qui travaillent dans l'informatique savent que tu n'as pas de système infaillible. D'accord, c'est ça. C'est une course continue. Et c'est un sujet que toi tu as en tête? Encore une fois, plus tu vas mettre d'informatique à l'intérieur d'une voiture, plus tu as intérêt à t'intéresser à la cybersécurité. Ouais, après, voilà, il faut être quand même assez, il faut être lucide, quoi. La cybersécurité, c'est un travail de tous les jours. Ouais. Donc tu peux être à un instant T avoir tout bien sécurisé. Il faut, et puis quand tu dis il faut être lucide, c'est aussi la grande différence entre le risque et le danger. C'est-à-dire, oui, sans doute, c'est un risque quelque part. Après, c'est peut-être pas forcément un danger important, immédiat pour quand tu fais une politique cybersécurité, tu essaies de faire effectivement une cartographie des risques. Et c'est pas la même chose à un moment si tu es sur un système critique de la voiture que tu es sur un laptop de quelqu'un. Donc tout ça, c'est de la stratégie, c'est de la politique. Il nous reste 2 minutes 30. On est sur le stand de Mobilize parce que Mobilize, c'est aussi une démonstration technologique. Donc on était avec la patronne de Mobilize avant-hier, donc on a compris un petit peu le modèle. Qu'est-ce que ça implique pour toi et qu'est-ce que ça implique pour la plateforme technologique Renault? Alors, tu vois, c'est là où je te disais, l'industrie automobile, c'est quand même génial parce qu'on a beaucoup parlé finalement de la chaîne de valeur classique et le constructeur. Mobilize, ils sont sur une chaîne de valeur qui est complémentaire. Ils sont vraiment sur le business de la mobilité où finalement ton véhicule devient une commodité. Et tu peux jongler avec plusieurs véhicules. Tu vois, autour de nous, il y a des véhicules. Il y a des vélos. Il y a le Uno, on verra ce que ça deviendra. Et il y a celui-là. Voilà. Donc tu as des cas d'usage. Je leur ai dit, vous avez refait une Smart? Ils ont dit non, c'est pas une Smart. Donc voilà. Tu as des cas d'usage qui sont autour finalement de la mobilité partagée ou de l'autopartage. Tu as du ride-hailing, enfin tu en as partout. Mais ce que je veux dire, pour toi, ça passe par une plateforme technologique très puissante là. Qui est très complémentaire, c'est-à-dire que effectivement tu vas pouvoir aussi retrouver des points communs. Typiquement, l'exploitation de la data des véhicules connectés, quand tu veux faire des services de mobilité, c'est super important. Quand tu veux aussi avoir des propositions de valeur, par exemple sur l'énergie, le fait de pouvoir avoir de la donnée qui vient de tes bornes et de ton réseau, c'est aussi très important. Mais c'est une plateforme complémentaire que tu vas mettre au-dessus et où il y a quand même un certain nombre de points communs. Typiquement, l'exploitation de la donnée, avoir des informations de traçabilité. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans les deux mondes. Voilà. Donc, il y a une vraie complémentarité on vient de décrire une masse d'enjeux incroyables, ensemble. C'est très riche et c'est pour ça que c'est passionnant. Tu arrives à prioriser? Oui, alors on a la chance d'être dans un grand groupe qui nous donne aussi les moyens et je pense qu'on est aussi beaucoup drivé par un comité de direction et par Lucas lui-même qui a compris la puissance du digital et donc c'est passionnant. Mais c'est effectivement un enjeu aussi de priorisation parce qu'on ne peut pas être partout. Donc, merci. Avec plaisir. Merci pour tout ça. Merci à vous. Et puis on se retrouve demain pour continuer Bismart au cœur du mondial de l'automobile. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.